Je m'appelle Reza, photographe, reporter, et j'ai aussi des projets humanitaires, utilisation de la photographie pour tout ce qui est pour le bien de l'humanité. Vous êtes très célèbre en tant que grand reporter. Vous avez quitté l'Iran en 1981 et depuis vous parcourez le monde. Il y a assez peu de pays finalement que vous n'avez pas photographié. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est principalement votre livre consacré à la révolution iranienne, donc des années, disons, un peu avant la révolution, 1975. J'ai vu certains clichés sont précèdent un peu la révolution, jusque dans les années 1985. Pourquoi ces photos-là n'ont pas été publiées jusqu'à présent, mis à part dans certains magazines d'actualité? En tant que photographe, j'ai pris l'habitude de photographier tout et tous les jours, constamment. Ce que je fais depuis 50 ans maintenant que j'ai commencé la photographie. Chemin faisant, certaines de ces photographies que je fais, certains genres de ces photographies, est repris par les journaux, par les magazines, par les éditions, pour faire des expos, pour faire des conférences. Mais ce qui s'est montré, ça représente un petit pourcentage de mon travail. Le reste, il est dans les archives. Aujourd'hui, il y a 1 600 000 photos dans mes archives. Et donc, ce qui était publié dans ce livre Iran, c'était aussi un choix à partir de tous ces milliers d'autres photos que j'ai fait sur l'Iran depuis que j'ai commencé la photographie. Certaines, ce sont les photos très fameuses, très connues, qui étaient à la une de Newsweek, Time, Paris-Match, VSD, enfin, plein de journaux du monde, ils ont publié ces photos. Mais une grande partie, c'est une vision aussi complètement personnelle, poétique de cet Iran. Vous avez fait, avec votre frère, le choix d'un corpus commun. Est-ce que le contenu de l'ouvrage a été choisi conjointement? Oui, absolument. Quelque part, la participation, c'était le concept de livre, au départ. De faire un livre comme ça vient de l'agence Webistan, de Rachel Degati, qui est écrivaine, qui fait le concept des différents livres que nous faisons. Donc c'était le concept de l'agence Webistan, de cette agence pour dire, bientôt il va 40 ans, on va faire un livre et comment on va le faire. Donc ensuite, c'était la recherche d'éditeurs. Il y a plusieurs éditeurs qui étaient intéressés pour faire ce livre. Nous avons opté pour Houellebecq et Gallimard. Le choix final, je dirais, ça viendrait le directeur artistique de projet, qui était merveilleux, qui a fait un vrai travail magnifique. Et nous étions ravis qu'elle participe à ce projet, qu'elle a eu toutes les photos que moi ou Manoucher on avait choisi en disant voilà, ça c'est mes photos, lui il a dit c'est mes photos, on donne à la direction artistique et on l'a laissé libre de faire le choix final de ces images. Donc, ce livre va être publié uniquement en France ou il le sera ailleurs à travers le monde? Quand on fait un livre, on a envie que ça passe un peu partout, que ça soit publié dans différentes langues. Mais pour le moment, Houellebecq et Gallimard, ils sont concentrés sur tout ce qui est la sortie en langue française, donc c'est pour les pays francophones, tout en essayant certainement de s'orienter vers d'autres langues, notamment anglais, parce qu'il y a plus de 5 millions d'Iraniens, le diaspora qui vit à l'étranger et qu'une grande partie, plus de 2 millions y vivent aux États-Unis, notamment en Californie, enfin. Donc il y a énormément d'Iraniens. Mais quoi qu'il soit, comme j'ai déjà fait avec un de mes livres, on l'a fait en personne, on a fait traduire en personne et on l'a donné gratuitement aux Iraniens.
Donc je pense que ce livre aussi, une fois que sortira et que surtout on aura en langue anglaise, le prochain, ça va être un livre gratuit et offert en langue persane pour les Iraniens et pour les Afghans. L'originalité de votre livre, on l'a appris tout à l'heure, c'est que c'est aussi une affaire familiale. Vous avez des photographies donc, qui vous appartiennent, qui appartiennent à votre frère, mais il y a aussi votre femme qui a écrit les textes. Absolument. C'est une des particularités justement de cette approche de la Révolution et des événements particulièrement marquants de cette période. Pourquoi avez-vous fait le choix de collaborer ainsi et de lui laisser libre champ d'écrire ses textes? Rachel et moi, on est compagnons de route quelque part aussi. Certes, nous avons créé une famille et des enfants, mais aussi tout ce que vous voyez ici, c'est une création à deux qu'on a fait. C'est comme le rencontre de l'image et de l'écrit. Elle est la plume et moi je suis la photo, enfin l'image. Et dans les 30 et quelques livres que nous avons faits ensemble, il y a plusieurs qui étaient écrits par Rachel. Et ce livre, surtout, le fait que ça fait 30 ans que nous connaissons, ça fait 30 ans qu'elle vit l'histoire de l'Iran à travers nous, à travers moi, à travers la famille. Donc c'était... Et en plus, parce que c'est le concept de ce livre, les chapitres et tout ça, ça vient d'elle, c'était quelque chose aussi rendre hommage à cet lien, à cette relation qu'elle a avec l'Iran aussi. C'était logique finalement, c'était une continuité logique dans l'histoire. Ah, complètement logique, plus que logique, c'est, je dis, la relation qu'elle a créée avec l'Iran, avec nos enfants qui sont franco-iraniens quelque part, c'est tellement forte que, oui, et écrire ça, c'était surtout avec la plume qu'elle a. Merveilleux. Comment la photographie peut questionner la notion de frontière, ou du moins si elle ne questionne pas la notion de frontière vraiment, est-ce qu'elle rapproche les individus? Nous avons peur de l'inconnu. L'homme, il a toujours eu peur de l'inconnu. L'homme, il a toujours eu peur de se trouver dans le noir total, de rentrer dans un endroit fermé, et pas de lumière. La connaissance, c'est le premier acte de créer des liens entre les êtres humains, entre un être et des autres individus, entre un être et une communauté, entre les communautés, entre les cultures. C'est cette connaissance qui enlève la peur et donc il évite toute forme de je dirais, malentendu entre les individus, entre les différents groupes de gens. La photographie, aujourd'hui, c'est le meilleur moyen de passer cette connaissance de l'un à l'autre. Vous voyez, c'est le meilleur moyen pour nous montrer que l'inconnu n'est plus inconnu. Il a un visage, il a une forme et il a un habitat. Donc c'est cette connaissance qui va aider à enlever les frontières. Et les vraies frontières ne sont pas sur la carte. Les vraies frontières, c'est dans notre cerveau, c'est dans l'attitude que nous avons envers les populations, envers l'autre. Et la photographie aide à enlever cette frontière, aide à connaître l'autre, de voir de quoi ça ressemble, comment est l'autre. Et donc c'est pour ça que je trouve non seulement la photographie, c'est l'art majeur de notre civilisation aujourd'hui, mais c'est un vrai outil, c'est une arme même pour le bien de la société, pour le bien de l'être humain. Vous êtes à la tête de plusieurs organisations et associations qui utilisent, comme vous venez de le dire, et qui enseignent la photographie partout à travers le monde afin d'en faire un outil de dialogue. Est-ce que vous considérez que c'est un outil de liberté pour les personnes qui sont à la fois derrière l'appareil et qui sont aussi le sujet de ces images?
Ben, vous avez trouvé le meilleur mot à la vie, c'est un outil de liberté, quelque part, soi-disant. Imaginez un enfant dans un camp de réfugiés en Kurdistan irakien, qui a tout perdu, la maison et tout, et qu'il se trouve sous une tente et qu'il a envie de raconter son histoire, parce que les enfants d'aujourd'hui, ou les jeunes, les ados, ils savent qu'ils peuvent raconter leurs histoires grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet. Il faut juste un outil. Imaginez que ces enfants réfugiés dans le camp de réfugiés syriens en Irak, à un moment, j'arrive avec des appareils photographiques, je crée des classes pendant plusieurs semaines, je les forme à la photographie, je les forme à la technique, je les forme aussi qu'est-ce qu'il faut voir, comment on peut raconter son histoire. Et après quelque temps, ils trouvent leurs photographies exposées sur le quai de Seine à Paris. Ils trouvent leurs photographies publiées dans une page de New York Times, dans les centaines de grands sites des médias. Vous vous rendez compte l'impact qu'il a, ce travail, ces expositions, cette connaissance sur ces enfants. La même chose sur les enfants des banlieues ici, les ados que je forme ici ou en Sicile ou à Buenos Aires. Les ados qui n'ont aucun moyen de s'exprimer avec la photographie, avec cet appareil, d'un seul coup, ils arrivent à s'exprimer et de créer ce lien. Donc, c'est le premier pas pour connaître l'autre. C'est comme une invitation en disant « Vous avez peur des banlieues, vous avez peur des camps de réfugiés, venez avec moi, je vais vous montrer les photos de banlieues. » Le banlieue que moi j'habite dedans. C'est comme ça, ces jeunes, ils se trouvent à s'exposer un peu partout dans le monde grâce à cet appareil. Donc oui, c'est un outil de liberté, c'est un moyen de liberté. Pour moi, c'est presque donner la voix au peuple sans voix, ou aux gens sans voix. Et c'est surtout parce que la photographie, c'est un langage universel, donner moyen pour qu'ils parlent au monde entier. Parce que même si on leur donnait des cours de langue, on leur donnerait une seule langue. Mais là, d'un seul coup, ils ont accès à un langage universel et que, comme je disais, ces enfants syriens, leurs photos étaient publiées dans 40, 50 pays du monde aujourd'hui. Depuis l'arrivée au pouvoir du gouvernement du président Rouhani, une ouverture culturelle en Iran? Absolument pas. Le clergé en Iran, comme nous le connaissons, ce sont des gens que leur premier enseignement, leur première formation, c'est comment il faut être rusé, et comment il faut ruser comment il faut mentir, comment il faut dire des choses qui ne sont pas vraies, mais pour faire croire que c'est vrai. Ça, c'est le premier enseignement des clergés, que ce soit M. Rouhani ou tous les autres ayatollahs ou les mollahs, qu'ils apprennent dans leur formation. M. Rouhani, il a essayé de faire croire avec ses sourires et autres qu'il va vers une ouverture, mais première chose, avant qu'il devienne président, pendant 16 ans, c'est lui qui avait tous les services secrets de régime iranien sous sa main. Donc, il avait mené des projets de sécurité nationale et internationale comme directeur. Depuis qu'il est arrivé, le nombre des exécutés était augmenté par 10 fois depuis que M. Rouhani est arrivé. Tout en disant, je suis le président de changement, que j'ai envie d'avoir une ouverture culturelle. Mais en réalité, ce qu'ils savent, ces clergés, c'est comment, avec leurs mensonges, avec, je dirais, leur ruse
aller à droite en faisant croire aux gens qui vont à gauche. C'est ça un peu il faut savoir que la mentalité de ces clergés, c'est ça. De ces mots-là, et leur formation est faite comme ça. Regardez le ministre des Affaires étrangères, Zarif, il ment en vous regardant dans les yeux, en rigolant, et tout ce qu'il dit, c'est de mensonges. Quand il dit qu'en Iran, il n'y a aucun prisonnier politique. Les prisons en Iran, ils sont pleins de prisonniers politiques aujourd'hui. Des femmes, des jeunes filles qui ont osé de juste dire un mot contre le régime, ils ont eu 20 ans de prison. 20 ans. Or, le banquier qui est de famille des ayatollahs, qui a fait la plus grande corruption possible de plusieurs milliards de dollars, il était condamné à 5 ans de prison. Or, une jeune fille dans le métro qui a osé de dire il faut le foulard obligatoire, je n'accepte pas, il a eu 20 ans de prison. Vous voyez, c'est ça que ce peuple, il vit comme ça aujourd'hui. Y a-t-il, selon vous, pour revenir à une dimension plus photographique, encore que je pense que ça a trait à la fois à la photographie et à la culture de manière conjointe et générale, peut-on dire qu'il y a une identité iranienne, un sédiment commun dans les créations plastiques iraniennes qui sont faites aujourd'hui dans la photographie contemporaine? Est-ce que vous pensez qu'il y a soit une manière d'enseigner qui pourrait conduire à cette identité commune, ou seulement des valeurs, à une tradition que chaque artiste, photographe partage, qui conduirait vers quelque chose de, je ne sais pas si on peut appeler ça une identité ou autrement, mais quelque chose de commun, quelque chose qui relie? Il y a deux deux façons de répondre à votre question, que je trouve que c'est très intéressant. La première, c'est de savoir que il y a deux règles différentes dans ce qu'on appelle les règles de statisme. Nous, on appelait ça les règles d'ordre hellénistique, et qui est aujourd'hui connu comme le tiers, le point de tiers et tout ça, n'est-ce pas? Ça, c'est ce qui est utilisé ici, c'est ce qui est vous trouvez ça chez de Rembrandt, jusqu'à Van Gogh, jusqu'à Picasso même, et tous les autres qui se passent, c'est ces règles de statisme. Or, en Iran, est-ce que la façon où Monoï était formé, ou tous les autres plasticiens iraniens, ou ce que je connais de l'Orient, nous, c'est pas les mêmes lignes. Nous, c'est des spirales dans un cadre. Et nos points de statisme ou importance, ça se trouve toujours sur le point d'esthétisme, et où les endroits où ces spirales ils se rencontrent. Les miniatures persanes, ce sont un très bon exemple de ça. Les miniatures persanes n'ont pas du tout cette règle de tiers et autres, mais c'est des spirales qui continuent dans une forme, dans un cadrage. Donc ça, c'est au point de vue technique. Ce qui fait que quand vous regardez, vous sentez des choses différentes un peu dans mes photographies. Peut-être il y a quelque chose de différent de ce première chose. Le deuxième, c'est que le choix de contenu, le contenu, ça vient de culture profonde, de civilisation profonde que vous représentez. Donc, c'est votre culture, c'est votre civilisation, ce que vous avez appris, il vous emmènera à écrire tel ou tel poème. Que vous soyez argentin ou français ou sénégalais, vous allez écrire différentes choses. Donc, il y a certainement la culture iranienne, cette culture persane, ça nous emmène à faire des choix différents de contenu, de sujets différents, de ce que ça peut
se faire par quelqu'un d'autre dans quelques lieux. Je me souviens même, une de mes premières interviews ici, en France, en 81, quand j'étais arrivé. J'étais déjà connu dans le milieu photographique quand je suis venu à Paris en 81. Et j'avais une interview télévisée je crois, c'était la deuxième chaîne, Antenne 2, il s'appelait ça à l'époque. Un programme de photographie. Et une des questions de journaliste, c'était, pour vous, venant d'un pays de l'Orient, l'Iran, que la photographie n'est pas inventée en Iran, comment ça se fait qu'il y a des bonnes photographes comme vous en Iran? Et 40 ans, la question, vous voyez ce que je veux dire? C'était méconnu. Ils méconnaissaient, une méconnaissance totale. Et je l'ai expliqué, j'ai dit, vous savez, en Iran, la culture persane, l'image a joué un rôle important, il continue à jouer un rôle important, et que même si, des fois, les fanatismes musulmans, ils interdisaient les images, les artistes iraniens, ils ont mis de faire des tapis. Vous voyez, on interdit le visage, ils font des céramiques dans les bâtiments. Donc il y a eu toujours cette volonté d'aller vers l'image. Et après, je continue en disant, mais moi, je ne suis qu'un photographe. Attendez quand les cinéastes iraniens ils sortiront. Vous voyez, ça c'était en 81, je disais. Quand les cinéastes iraniens ils vont sortir et vous allez voir leurs œuvres, là vous allez être étonné encore plus que de ce que vous êtes étonné de mes photographies. Est-ce qu'on se trompe si on peut dire qu'une des choses qui peut caractériser vos images, ce serait la subtilité du choix de l'instant? Je ne peux pas le dire, moi, personnellement. C'est vous qui voyez mes photos, que vous pouvez interpréter mes photographies. Moi, ce que je sais, ce qui est important pour moi, d'une part, c'est être le plus proche de la réalité, parce qu'il n'y a rien de plus fort que les réalités. Parce que vous ne pouvez pas demander des gens de refaire le même mouvement, sauter des mêmes façons, faire le même geste et avoir la même émotion. Donc, ce que j'ai appris, c'est utiliser l'appareil dans le seconde qui suit, quand je vois quelque chose, que je puisse le photographier. Et si je n'ai pas pu le photographier, que ça m'arrive souvent, que j'ai raté, ben, tant pis pour moi. La prochaine fois, j'essaierai d'être encore plus à l'affût de ne pas rater la photo. Ce que j'essaye depuis 1983, jusqu'à nos jours de faire avec la photographie, c'est de dire que il faut le maximum des gens, surtout les jeunes, surtout les gens qui ont des difficultés, qui vivent dans les endroits difficiles, que ce soit les banlieues, que ce soit les camps de réfugiés ou ailleurs, des endroits comme ça, ont accès à cet outil pour raconter leurs histoires. C'est plutôt ça que je fais. Et depuis 1983, j'ai dû former des milliers de jeunes à ça, partout dans le monde, que ce soit moi ou ceux qui étaient devenus formateurs, ils ont continué à former aussi. Donc, ce n'est pas seulement les jeunes que je forme aussi les formateurs, qu'eux, ils continuent à former les autres gens. Parce que c'est un langage, vous voyez. Et je suis persuadé que cette photographie, qui est un langage universel, plus les gens ils comprendront ça, plus il y aura des gens qui répondent à ce langage, plus il y aura une connexion entre les peuples, entre les individus et entre l'humanité. Et c'est comme ça que, quelque part, la photographie peut servir l'humanité, aller dans la bonne direction, par connaissance de l'autre. Et donc, former des gens qui peuvent raconter leurs histoires, comme des jeunes que je le fais, oui, c'est ce que je fais, je pense. J'espère qu'il y a des impacts positifs pour l'humanité. Quels sont vos projets
pour un futur proche ou plus lointain? Combien de temps on a que j'explique mes projets de l'avenir parce que... prenez le temps qu'il est nécessaire. Ouais. Les projets de l'avenir, ce sont les rêves toujours. Ça commence toujours par les rêves. Les rêves pour l'avenir, j'en ai plein. Plein de projets. J'ai aussi des projets de formation dans les différents projets. J'ai des idées de lancer des grands concours photographiques pour les jeunes, pour les enfants aussi, que je n'ai déjà fait une ou deux fois pour l'environnement. Donc j'ai 3 livres en préparation. Mon premier livre de formation technique, ça va sortir en 2020, bientôt, enfin dans quelques mois. Et une liste infinie des endroits ou des gens que j'ai envie de photographier aussi.